Bonjour à toutes et tous, je suis Sébastien Faute, directeur général d'Eritech, société que vous pouvez venir visiter juste en sortant à gauche après les produits de l'Allier pour découvrir tout ce qu'on peut faire avec le numérique autour des patrimoines, de vos patrimoines, qu'il s'agisse de conservation, préservation et de valorisation évidemment. Et c'est de ça qu'on va parler avec nos intervenants aujourd'hui. Je vais vous les présenter dans un instant, mais avant, je voulais vous transmettre les salutations d'un département d'Auvergne, la Haute-Loire en l'occurrence, où pendant 4 ans, nous avons organisé un forum qui s'appelait le Forum Eritech au Puy-en-Velay. Donc on va laisser la parole à Christelle Michel, qui est conseillère départementale de la Haute-Loire, déléguée au numérique. Christelle Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc conseillère départementale de la Haute-Loire, déléguée au numérique, et vous accompagnez la démarche depuis 4 ans de sensibilisation des acteurs du patrimoine à tout ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies. Donc une première question, hein, la Haute-Loire est une terre de patrimoine, alors comme le Bourbonnais, qu'attendez-vous des nouvelles technologies dans ce domaine? Bonjour à tous. J'aurais aimé être avec vous en présentiel, mais malheureusement, c'est impossible pour moi. Et donc voilà ce petit enregistrement pour vous présenter un peu, les 2 territoires, enfin, en tout cas, le territoire de la Haute-Loire, qui est un territoire comme le Bourbonnais, riche en patrimoine. Et effectivement, les nouvelles technologies peuvent jouer un rôle important dans la préservation et la promotion de ce patrimoine. Les nouvelles technologies, eh ben, on l'a vu sur le salon Eritech et on le voit de plus en plus, peuvent améliorer l'accessibilité de ces patrimoines grâce notamment aux visites virtuelles, aux applications mobiles, aux guides numériques. Et je pense notamment à la visite virtuelle qui est organisée du Rocher d'Aiguille. Les nouvelles technologies peuvent proposer aussi des expériences immersives qui vont bien au-delà de la simple observation. Elles fournissent du contenu multimédia enrichi, tels que des vidéos, des photos haute résolution, des enregistrements audio, et ça permet aussi aux visiteurs d'explorer et de comprendre le patrimoine de manière beaucoup plus approfondie. On l'a vu aussi puisqu'on a fait une création de contenu vidéo style échappée secrète, que je vous encourage d'ailleurs à aller voir sur le site, du département de la Haute-Loire. Les visiteurs peuvent aussi, avec ces outils numériques, interagir avec le patrimoine de différentes manières, avec des dispositifs tactiles ou des jeux éducatifs. On peut aussi, voir avec ces outils, eh ben, une nouvelle gestion, ou en tout cas gestion et préservation du patrimoine, avec de la documentation numérique, de la modélisation, de la 3D, et notamment l'exemple qu'on a, ou en tout cas les exemples qu'on peut citer, c'est les microfolies à Aurec et à Brioude. C'est aussi ces outils une manière de promouvoir efficacement le territoire au travers d'outils digitaux, notamment avec le site myhaute-loire.fr ou des applications rando qui ont été mis en place. Alors, je signale également, qu'il y a, en Haute-Loire 2 autres belles choses à voir. C'est bien sûr, Terre de géants, hein, spectacle Effectivement. immersif et numérique qui, se tient à quasiment dans la cour de l'hôtel du département, et aussi, la mise en mouvement, si je puis dire, de la danse macabre à la Chaise-Dieu. Il y a beaucoup d'initiatives en Haute-Loire dans le domaine de la valorisation des patrimoines via le numérique. Alors, vous avez accueilli pendant 4 ans le Forum Eritech, dont vous êtes, la Haute-Loire, le partenaire fondateur. Comment les gestionnaires et les propriétaires de patrimoine, de votre territoire regardent-ils désormais, le recours au numérique? Est-ce qu'ils commencent à se l'approprier, à le saisir? Les gestionnaires et propriétaires privés ont bien compris et sont bien conscients de l'importance du recours au numérique. Ils voient le potentiel de ces technologies pour enrichir l'expérience des visiteurs. Cela peut également susciter l'intérêt des publics. Le public peut découvrir l'histoire grâce à l'ultramodernité, on va dire ça comme ça. Mmh. C'est ce que propose d'ailleurs le château d'Aurec-sur-Loire, dans une visite immersive et familiale où le numérique se met au service des secrets historiques de la forteresse seigneuriale.
Ils ont ouvert l'été dernier et c'est une belle réussite. On peut citer aussi les sites de La Vaudieu, Allègre, Brioude, Blel, Ozon, Landes-sur-Alagnon, qui proposent des visites virtuelles et immersives, soit avec une tablette, soit avec votre smartphone. Donc bonne réaction des, vous le dites, bonne appropriation des propriétaires et gestionnaires privés. Côté gestionnaire public, côté initiative notamment du département qui possède un certain nombre de patrimoines ou alors de certaines Comcom, on a vu beaucoup de candidatures à l'appel à projets patrimoine et numérique, et beaucoup de dossiers soutenus, en Haute-Loire. Là aussi ça bouge? Ça bouge aussi puisque, tous, que ce soit, privé ou public, on a bien conscience que le digital est un nouvel outil au service des patrimoines et qu'on a tout intérêt et à se l'approprier, à le dompter, j'ai envie de dire, sans pour autant, mettre à la trappe, le patrimoine, le vrai patrimoine. C'est un outil et c'est pas une fin en soi. Dernière question, Christelle Michel, quels sont selon vous les publics, pour lesquels le numérique peut, soit donner le goût ou encore faciliter l'accès au patrimoine? Bien, j'ai envie de répondre tous les publics et notamment, tous les publics, oui, effectivement, mais on peut partir de la jeune génération, qui pour eux, ça peut être, un moyen de leur donner le goût à aller voir le patrimoine sur site, en tout cas en mode physique. Mais on pense aussi aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, au public empêché. Mais il est vrai que ces outils numériques sont un bon outil, à utiliser auprès de toute la population, pas forcément des publics ciblés. Je signale d'ailleurs qu'il y a des initiatives, dans certains EHPAD de la Haute-Loire avec, des casques VR qui sont mis à la disposition Effectivement, oui. des résidents. Avec quel premier retour? Alors les premiers retours, en tout cas au niveau des EHPAD, c'est que, les accompagnateurs ou en tout cas, ceux qui voulaient, un peu promouvoir, ces casques étaient un peu réticents, par rapport au public et puis finalement on se rend compte que quand nos anciens, mettent le casque sur la tête et ben, ils y prennent un réel plaisir. Ils n'ont pas d'a priori et effectivement ils en redemandent en fait. Finalement, ils ont moins d'a priori, sur cette technologie que nous n'en avons, sur leur rapport à ces nouvelles technologies. Effectivement. Et on avait reçu, je crois, sur la dernière édition, du forum Héritech, une des personnes qui portait ça dans un EHPAD et qui disait que même Oui. sur le plan, cognitif, sur le plan de la même de l'humeur, ça pouvait contribuer à leur faire, des plus belles journées. C'est ça, ça leur permet de s'échapper de leur cadre habituel, de voyager, sans sortir, de la résidence et de manière sécurisée. Christelle Michel, merci beaucoup. On vous dit, bah, coucou depuis le Bourbonnais, en voisin un peu éloigné puisque le département du Puy-de-Dôme s'est intercalé entre nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, de répondre à cette brève interview. Merci, de votre soutien à la dynamique Héritech depuis 4 ans. Un dernier mot à nos amis, du Bourbonnais? Ben, j'ai répondu à cette interview avec plaisir et puis je vous souhaite un bon salon des patrimoines bourbonnais parce que tous les patrimoines sont sur tous les territoires et tous les territoires méritent d'être connus. Et si les outils numériques peuvent nous aider à faire connaître nos patrimoines et à les rendre attractifs, eh ben, c'est une bonne chose. Christelle Michel, merci beaucoup. Merci. Du patrimoine et plus largement et synthétiquement de l'attractivité, Anthony Palermo, qui est le maire de Saint-Éloi-les-Mines, Léa Lemoine, chef de projet patrimoine et innovation de la route des Philippines du Massif central, Thomas Montan, fondateur du studio Nouvae, Benoît Marouzet, directeur du château de Bourbon-l'Archambault, et enfin Eric Pacheco, président d'Héritech. Voilà, je vais demander à chacun d'entre vous de dire un mot, en commençant peut-être par Eric Pacheco pour qu'il vous présente la démarche globale d'Héritech, et puis ensuite faire circuler la parole pour voilà, commencer à aborder votre propre regard sur ce qu'on peut faire avec le numérique. Et ensuite, on reviendra plus précisément sur des projets très concrets et mis en œuvre. Voilà. Eric, c'est à toi. Bonjour à tous, merci d'être là cet après-midi. En quelques mots, Héritech, c'est une démarche assez simple. C'est une plateforme de services qui est destinée aux gestionnaires de patrimoine public et privé dans deux objectifs principaux, en fait, au service de deux objectifs principaux. Le premier,
c'est la sensibilisation, l'acculturation et la formation des gestionnaires à tout ce qui touche à l'innovation patrimoniale, donc de la stratégie des patrimoines en passant par l'utilisation des technologies du numérique au service de la préservation et de la valorisation de mon patrimoine. Et un deuxième hémisphère d'accompagnement qui concerne l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'accompagnement des gestionnaires dans la détection et la mise en œuvre de projets d'innovation patrimoniale au service justement de l'ensemble des patrimoines dont a parlé Sébastien tout à l'heure, matériel, bâti, industriel, naturel. Voilà, en quelques mots. Et comme l'a dit Sébastien, Heritech est né d'une volonté collective, j'insiste, qui unit les institutions, les associations, les opérateurs du numérique et les collectivités territoriales autour de l'idée de progresser en fait, et de faire progresser à la fois l'état de l'art en la matière sur tout ce qui est projet d'innovation et de travailler de manière mutualisée, on en reparlera tout à l'heure, donc à plusieurs on est plus fort, donc voilà, l'idée est de ça, d'où la réunion de tous les acteurs que vous voyez aujourd'hui qui, à défaut d'intervenir, collaborent ensemble au quotidien. Voilà. Adrien, si vous voulez bien partager avec nous votre regard sur le numérique appliqué au patrimoine, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites à mon sens, nombreuses, d'autres sont en préparation. Je laisse vous dire votre ressenti. Là, c'est la table ronde du ressenti. Et la philosophie aujourd'hui, elle est assez simple, je pense, c'est de se dire comment approcher tous les publics. Et quand je dis tous les publics, ça va du plus jeune au moins jeune, bien évidemment. On a une évolution sociétale qui fait qu'on vit dans un monde d'information, dans un monde de communication, où tout va toujours plus vite et il y a des évolutions permanentes. Aujourd'hui, notre défi, on parle du patrimoine, mais on peut aussi parler des musées, c'est de se dire qu'est-ce qu'attendent les visiteurs. Je prends l'exemple qui est mentionné, l'exemple du musée des musiques populaires, le MUPOP. On a des vitrines dans lesquelles on vend des objets. On a des vitrines dans lesquelles sont exposés des objets et on se rend compte qu'avec le retour client, les personnes aujourd'hui ne veulent plus simplement voir des objets en vitrine, mais veulent voir les choses vivre, veulent participer. Donc souvent, on a une frontière qui est perméable entre le spectateur et l'acteur, puisqu'aujourd'hui le visiteur veut prendre part entière au patrimoine, au musée, etc. Donc il a une position qui est complètement différente. Et je boucle avec ceci, le digital est aujourd'hui l'outil qui nous permet de répondre à ces nouvelles attentes et de faire de ces musées qui parfois dans certains esprits, et les esprits les plus jeunes peuvent paraître un petit peu poussiéreux, et bien c'est dépoussiérer cette image et par la nouvelle technologie, c'est se rapprocher du langage de la nouvelle génération pour la mener sur les pistes donc des enjeux qui nous attendent au niveau du patrimoine et des musées. Merci, merci beaucoup. On va faire circuler ensuite le micro vers Anthony Palermo, voilà, pour donner son propre ressenti. Vous voyez, on a deux jeunes élus qui sont effectivement aujourd'hui sur cette tribune. Alors, voilà, ressenti sur ce numérique. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ressenti pour nous à Saint-Éloi-les-Mines sur le numérique, c'est surtout l'enjeu d'un territoire rural et son approche à son patrimoine. La première des choses, je dirais, c'est nous, notre patrimoine, finalement, il a été détruit. Matériellement parlant, aujourd'hui, on n'a plus grand-chose de notre patrimoine minier sur le territoire, puisque c'est le gros enjeu, c'est le patrimoine minier à Saint-Éloi-les-Mines. Il a été détruit, alors finalement, comment le reconstruire? On pourrait se lancer dans des grands chantiers bâtis, on pourrait faire le château de Guédelon version mine de charbon, mais ce serait peut-être un petit peu fastidieux et cher. On s'est dit, pourquoi pas utiliser justement les technologies d'aujourd'hui pour pouvoir reconstituer ce patrimoine, pouvoir l'inscrire dans la durée et le graver dans la roche. Le deuxième sujet, c'est aussi l'éloignement des grands centres. Aujourd'hui, par exemple, pour envoyer une classe dans une école de Saint-Éloi-les-Mines, dans un musée ou dans un espace culturel, il faut faire minimum 30 km, il faut armer un bus, il faut les envoyer, etc. L'objectif pour nous, c'était aussi comment faire venir la culture, le patrimoine, l'art à nos jeunes. Et finalement, on est un territoire peut-être certes éloigné des grands centres, mais on est un territoire fibré à 90% du territoire qui est couvert par la fibre. Donc finalement, le numérique, Internet, est pour nous un outil fabuleux pour pouvoir connecter nos nouvelles générations au reste du monde, justement, à tous ces outils. Nos nouvelles générations au reste du monde,
justement à tout ça. Merci Anthony Pellerbeau. Oui, les disparitions des patrimoines industriels, sujet abordé ce matin par Eric Berton, justement, comment recréer et redonner à voir ce qui a totalement disparu. Léa Lemoine, la question des réseaux, réseaux des villes du Massif central, donc le numérique, en ce qui vous concerne, à quoi ça doit servir? Alors déjà, effectivement, en termes de réseau, on est sur des questions de mutualisation, de coopération, de co-construction aussi, parce qu'on travaille à l'échelle de 17 villes thermales. Notre association, justement, réunit ces stations thermales qui ont un patrimoine qui est bien souvent méconnu. Donc pour nous, c'est une façon numérique de porter à connaissance du grand public toute la richesse historique, architecturale, tout le patrimoine immatériel aussi autour de l'eau. Pour le grand public et notamment les habitants, parce qu'on s'aperçoit que bien souvent les habitants des villes d'eau ont oublié ou n'ont même pas conscience qu'il y a un cadre de vie assez exceptionnel. Donc, tous les outils numériques qu'on développe, aux côtés de nos projets culturels aussi et artistiques, permettent de reconnecter la population locale et de faire de ces aussi jeunes habitants des ambassadeurs de territoire. C'est vraiment un des enjeux pour nous. Merci Léa. On va se tourner vers Benoît puis Thomas qui travaillent ensemble. On verra, on fera un focus sur chacune de ces initiatives. Benoît, vous en tant que directeur du château de Mont-l'Archambault, ce numérique, vous le mettez au service de quoi? Au service de notre public. Nous sommes en présence à Mont-l'Archambault d'un château très important pour le Bourbonnais, puisqu'il est bien sûr le cœur historique du territoire. Il se trouve que c'est un peu un accident d'avoir voulu passer une fois abondante, donc il y a aussi une connaissance concernant le site en fait, on a connu, il n'a pas bénéficié des recherches récentes avec la technique moderne des archéologues bâtis. C'est en place de résolution ce problème. Mais en l'occurrence, notre travail de médiateur culturel ici souffrait de ce manque de savoir. Nous avons en revanche quelque chose d'assez inestimable au château de Bourbon, ce sont des vestiges de décors polychromes qui datent du tournant des 12e au XIIIe siècle, de Sophie d'Auguste, de magnifiques vestiges. En fait, quand on les observe, on peut encore les deviner, mais aujourd'hui, les conservateurs du patrimoine ont comme optique, et j'y adhère complètement, de ne pas toucher à l'existence, malgré toute l'évolution, bien sûr, de ce site. Ce que nous avons là sous les yeux est héritier de 800 ans d'histoire. Donc il est hors de question de toucher au patrimoine tel que nous l'avons sous les yeux quand on visite le château. Rien de tel que l'outil numérique, qui en plus est modifiable en fonction des avancées de la recherche, pour restituer ce patrimoine et le mettre à la disposition du modificateur. C'est en ce sens que ce travail ici réalisé par la société Novae est un apport inestimable pour la visibilité du château de Mont-l'Archambault. Et on ne va pas s'arrêter là, nous avons des tas de projets pour les cartes. On en parlera dans un instant. Merci beaucoup Thomas Bontemps, donc cofondateur du studio Jovae. Comme je le dis quand je parle de lui, ressusciteur de patrimoine, puisqu'il a une spécialité, c'est de donner à découvrir ce qui n'existe plus. Tout à fait, on est une société qui est spécialisée dans la reconstitution numérique de patrimoine partiellement ou totalement disparu. On a, comme a dit Benoît, un avantage qui est d'avoir des expériences qui sont évolutives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on utilise du numérique, mais le numérique bouge énormément. En quelques mois, une expérience peut devenir, entre guillemets, obsolète. Le but pour nous, quand on travaille avec des institutions, par exemple le CNRS ou le Musée d'archéologie nationale, on est obligé de pouvoir adapter nos expériences en fonction des découvertes scientifiques qui peuvent être amenées, archéologiques tout simplement, et évidemment techniques. Donc on travaille à faire des expériences qui soient donc évolutives, mais qui puissent aussi être ludiques, pédagogiques. Et c'est dans ce sens qu'on a fait l'expérience de Mont-l'Archambault, qui va être amenée à s'enrichir avec. Aujourd'hui, on a fait 2 salles avec des décors peints. À terme, on pense ouvrir d'autres salles qui seront au moins aussi impressionnantes. Et il y aura un effet qui sera un petit peu un effet de saisonnalité, où en fonction des différentes saisons, des différentes ouvertures du château, on pourra présenter de nouveaux endroits et faire revenir des gens au fur et à mesure des ans. Merci
à tous les 6. Donc, on va commencer par un focus avec nos deux élus, Henrique Berton et Anthony Palermo, pour témoigner plus en détail de ce que vous avez mis en œuvre en matière numérique. Alors, tout confondu, il s'agit de l'université de microphonie, il s'agit de parcours QR code, voire de microphonie 360. Voilà, il y a beaucoup de choses qui existent. Et l'idée, c'est que vous puissiez nous dire ce qui a guidé votre décision de reproduire au numérique et pour quel public vous l'avez fait et dans quelle intention. Henrique Berton, racontez-nous donc comment vous avez mis le numérique au service des patrimoines montluçonnais. Alors, une des premières choses que l'on a mis en place, c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'était donc le dispositif de la microphonie, dispositif qui est d'ailleurs en place chez mon frère de Saint-Éloigne. Ce dispositif, comme l'a très bien dit, permet d'avoir les grands musées nationaux directement en libre accès à Montluçon. Alors évidemment, ça ne remplacera jamais la présence d'un musée, de voir le vrai tableau, mais il faut bien admettre les choses et reconnaître la vérité. Il y a des publics qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir aller au Louvre, de pouvoir se déplacer dans tous les grands musées français, ou même au-delà, et donc du coup, c'est quand même apporter une part de culture ici. Grâce au digital, donc, on a la chance d'avoir une salle qui est dédiée, dans laquelle on peut faire des projections immersives, donc à 360 degrés. On a un gros travail qui est mené ici à Montluçon autour de la médiation culturelle, puisqu'on a la chance d'avoir des services parmi lesquels on a une mission patrimoine et un service culture, donc avec des personnes qui ont toutes les compétences pour assumer la médiation. Et le fait de pouvoir les recevoir, c'est-à-dire que toutes les écoles de la ville ont un libre accès à la médiathèque Bourrésien de Montluçon pour pouvoir avoir tout ce travail de médiation. Le deuxième avantage de la microphonie, c'est qu'au-delà du musée numérique, on a la possibilité d'enrichir par le contenu. Si je dois vous donner un seul exemple, je revois des enfants qui étaient assis au milieu de la salle. On racontait une histoire, notamment avec un loup qui traversait la forêt. Vous avez le loup qui tourne autour, le son les enrobe et les fait voyager. Et donc vraiment, c'est vraiment la vraie expérience immersive à 100%. Donc ça, c'est déjà une première chose qui était très importante. Et du coup, la limite de ce dispositif, il n'y en a pas. Les seules limites du dispositif de microphonie, puisqu'elle est liée à la création, c'est les limites de l'esprit et de la créativité. Donc c'est vraiment quelque chose sans fin que tous les publics peuvent s'accaparer, travailler et fournir en contenu. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qu'on a aussi mis en place dans la ville de Montluçon, avec une société qui d'ailleurs est représentée ici même au sein du salon, qui est la société Render, via l'application Legender, nous permet d'avoir des reconstitutions historiques du Montluçon médiéval. C'est-à-dire qu'avec votre téléphone, une application, vous avez un petit casque que vous mettez devant les yeux, et quand vous arrivez face à des points d'intérêt déjà définis, eh bien, vous allez avoir les animations 3D qui vous permettent de... C'est comme si vous étiez dans le Montluçon médiéval de l'époque, tout simplement. Vous regardez en l'air, à vos pieds, à droite, à gauche, et vous êtes complètement en immersion. Donc ça, c'était très important, ça a été un gros travail, puisqu'il ne s'agit pas de travestir la réalité par le numérique, mais bien cette réalité qui vient augmenter l'expérience. Donc c'est tout un travail qui doit être mené très consciencieusement, avec les archives, avec les équipes du patrimoine, avec les sociétés savantes locales, et c'est ce qui nous permet de créer ce contenu le plus réaliste possible et qui nous fait voyager dans le temps. Donc parfois, quand on parle de projets, notamment pour aborder les questions de culture, on peut, grâce à la technologie digitale, faire la reconstitution du passé et on répond au triptyque qui est la base de beaucoup de choses dans la vie, le passé, le présent, le futur. Donc ça, c'est un élément très important. Au-delà de ça, finalement, le digital, Internet et toutes ces technologies sont devenues des supports incontournables de communication. C'est aussi, via la microphonie par exemple, l'occasion de dévoiler les richesses qu'on a ici sur nos territoires à des personnes et des publics qui sont bien ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut très bien toucher via la microphonie un public qui va être à l'autre bout de la France, qui va être peut-être séduit par les images qu'il va voir, et donc quelque part ça devient même un levier de développement touristique. Donc il y a tous ces éléments qui sont importants, et comme il a été dit, je me permets de le répéter, il n'y a donc pas de limite à ces dispositifs-là, et puis surtout, le type auquel nous faisons face aujourd'hui, de consommation, a sans arrêt besoin de nouveautés, de régénérer des contenus. Donc le numérique nous permet justement de répondre à cette exigence moderne. Merci beaucoup Henrique Berton. Juste avant de donner la parole à Anthony Palermo et puis de demander à Eric Pacheco de réagir à ces témoignages, je voudrais vous montrer une séquence de l'expérience immersive de la Maison de la Mine
de Saint-Éloi. L'idée que vous êtes dans une pièce avec effectivement le sol et les 4 murs qui vous entourent, qui sont effectivement habillés. Elle se dessine au fur et à mesure. Donc là, on est sans casque, on est à l'œil nu. On peut mettre un groupe de 8 à 10 personnes dans la même salle, qui permet aussi de partager l'expérience. C'est un point important, et Anthony Bellarmou y reviendra, de pouvoir vivre cette expérience de manière collective, notamment pour les enfants. Regarde ce que j'ai trouvé, mais qu'est-ce que c'est? Ah, du charbon. Il y a quelques décennies, c'était le cœur de notre vie, ici, à Saint-Éloi-les-Mines. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps, dans les profondeurs du puits Saint-Joseph, où chaque coup de pic au fond des galeries résonnait comme un battement de cœur. Et la voix du narrateur est un des membres de l'association Folie avec Patrimoine Féminin de Saint-Éloi. Là-haut, les lampistes, les receveurs, les magasiniers et les machinistes s'affairaient pour assurer la descente du jour. Chacun essayait de contribuer à la sécurité des mineurs, un métier dur et dangereux. Ces métiers du jour œuvraient ensemble au bon fonctionnement du complexe industriel minier de Saint-Éloi. Jusqu'à 1200 mineurs s'activaient au fond à une profondeur atteignant parfois les 500 mètres. À la fermeture de la mine, le 17 janvier 1978, il n'était plus qu'une centaine. Par an, ils extrayaient en moyenne 550 000 tonnes de charbon au prix d'un dur labeur et quelquefois au prix de leur vie. Dans les galeries, piqueurs, oiseurs, boutefeux et mineurs de fond travaillaient à extraire le charbon dans une atmosphère saturée d'humidité et dans une chaleur infernale, jusqu'à 50 degrés. L'heure du brûlis, le repas du mineur qui l'emportait avec lui au fond, était un moment important pour souffler et entretenir la camaraderie. Écoutez attentivement, entendez le bruit du labeur, entendez le ravageur arrachant le charbon aux entrailles de la terre. Chaque bruit, chaque son raconte l'histoire de la mine et la détermination des hommes qui y travaillaient et qui, pour certains, y ont laissé la vie. Voilà, je ne vais pas vous spoiler la suite, hein, si vous voulez le voir en entier, allez à Saint-Éloi-les-Mines, c'est pas si loin d'ici. Anthony Bellarmou, donc quelle était la démarche au départ sur la création de cette salle immersive et dans cette maison de la mine de Saint-Éloi? Alors, je dirais que la genèse de ce projet, elle a multiples facettes. La première des choses, c'est que pour nous, à Saint-Éloi-les-Mines, le numérique est un vecteur de transition, on va dire, de manière transversale. Notre idée, c'est de pouvoir mettre cet outil au service de nos habitants de manière transversale, que ce soit dans les services publics, en améliorant entre guillemets notre offre de services publics. Aujourd'hui, on peut prendre rendez-vous pour une carte d'identité en ligne, on a un site internet assez développé, on a une application mobile aussi locale qui permet un lien entre la population et la mairie, notamment des fiches signalements, où derrière on peut suivre les interventions des équipes communales, etc., avoir des notifications push pour les événements. Le numérique à l'école aussi pour nous est extrêmement important. On a ce programme 6-18 tous codeurs. L'objectif, c'est l'apprentissage du numérique à l'école, faire en sorte que les générations de demain soient plus simplement consommateurs, consommatrices de numérique, mais on soit pleinement acteurs. C'est pas le tout de savoir comment utiliser une tablette ou un téléphone, mais savoir comment ça fonctionne derrière ces gages d'être véritablement acteurs. Et puis, il y a eu aussi effectivement
ce visage numérique autour du patrimoine. La première des choses que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un patrimoine qui a pas mal disparu. À la fermeture des mines en 1978, il y a eu une vraie volonté de tourner la page sur ce qu'étaient les mines. Le pouvoir politique de l'époque s'est dit, c'est vrai que mine, c'est pas forcément un gage d'attractivité. Notre objectif, c'est de faire venir de nouvelles industries, de nouveaux habitants. La connotation mine, c'est les corons, la noirceur, les terrils, l'alcoolisme, les problématiques sociales, etc. Donc on va faire table rase de ça et puis on va essayer d'aller de l'avant. Donc le patrimoine bâti a été grandement détruit. On a réussi à conserver qu'un chevalement finalement. Le chevalement qui est en centre-ville, et puis les anciens bâtiments des directions des mines, c'est tout ce qui reste en termes bâtimentaires, et les cités minières. Mais en ça, on a tout détruit. Même dans l'identité, on va dire, éloisienne, pendant très longtemps, les mines avaient été mis de côté. Dans le nom, dans le logo de la ville, jusqu'en 2020, n'apparaissaient plus les mines, il y avait juste marqué Saint-Éloi, et on avait une planche à voile au milieu de notre logo. Je sais qu'on a un magnifique plan d'eau à Saint-Éloi-les-Mines, mais on n'est pas encore une côte bretonne. On n'a pas tout à fait une ville thermale. Donc ça n'avait pas forcément de sens. Et donc on a voulu un peu se reconnecter à notre ADN, parce que finalement, comme mon collègue le disait tout à l'heure, savoir où on va dans le futur, c'est aussi se reconnecter à notre passé. Et donc, il a bien fallu se dire vers quel outil on va se tourner pour pouvoir justement faire renaître ce patrimoine. Donc le numérique est tout de suite venu au centre. Alors, numérique et faire renaître le patrimoine, il y a différentes manières de le faire. Il y a des expériences immersives par QR code dans la ville, il y a des reconstitutions effectivement réalistes. Au tout début, il fallait trouver un lieu ou un espace pour pouvoir faire vivre justement cette animation. Naturellement, on est allé vers notre maison de la mine qui existe maintenant depuis 15 ans grâce au travail acharné de l'association Souvenir et Patrimoine du mineur. Ce sont en fait les survivants, entre guillemets, les derniers mineurs de fond du territoire qui restent encore et qui œuvrent justement à la conservation de ce patrimoine. C'est grâce à eux d'ailleurs que le chevalement est toujours debout, sinon il aurait été détruit. Et donc, on s'est dit, effectivement, il aurait tout intérêt à ce que cette animation prenne place dans cette maison de la mine, pour deux raisons. La première, évidemment, ça apporte une expérience supplémentaire au sein de cette maison, et puis surtout parce qu'on avait du mal à être attractif avec cette maison de la mine. Aujourd'hui, proposer à une classe de l'autre bout du département, voire même de l'Allier, de faire 1 heure, 2 heures de bus dans la journée pour aller faire une visite 2 heures dans une maison de la mine avec que des collections statiques, un film de 10 minutes, finalement, en termes pédagogiques, en termes de transmission, ça attire difficilement, et on avait du mal, entre guillemets, à être attractif. On s'est dit, ça peut être aussi un regain d'attractivité, et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu, je ne reviendrai pas dessus parce que le concept a été largement expliqué, il y a eu la mise en place de cette microfolie. Donc pour nous, c'était le moyen aussi d'avoir une offre pédagogique cohérente. Par exemple, on fait venir une classe, le matin, elle voit un microfolie, l'après-midi, au musée de la mine, et donc elle découvre cette salle immersive. Encore une fois, l'expérience immersive, il y a plusieurs manières de la mener. Au début, on a imaginé potentiellement aller vers la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Et on s'est dit que finalement, notre objectif central avec cette salle immersive, c'est le grand public, toucher le plus de générations possible, faire en sorte que le plus de personnes possibles puissent être embarquées là-dedans. Voir un papy de 85 ans mettre un casque sur les yeux et visiter une mine, on voyait difficilement comment l'expérience pourrait être grand public. Donc on s'est dit, on va exit entre guillemets ces technologies un peu barbares pour le grand public, qui sont un peu de niche, et on va essayer de faire quelque chose de plus intergénérationnel. Donc est venue l'idée de cette salle immersive. Après, il a fallu choisir une direction artistique, entre guillemets, à tout ça. Quel est le message que l'on a envie de faire passer derrière? Notre message, et c'est un peu ce que mon collègue Alain disait tout à l'heure, c'est comment, entre guillemets, faire un point sur ce qui existait, le passé, le présent et le futur,
Et c'est un petit peu le fil conducteur de ce film. Finalement, c'est la transmission d'un grand-père. Finalement, c'est un peu notre grand-père à tous à Saint-Éloïne. Moi-même, je suis arrière-petit-fils et petit-fils de mineurs. On a tous un ancêtre, un aïeul qui a été mineur à Saint-Éloi. Donc, cette transmission, ce passage de flambeau aux générations futures, aux écoles qui viendraient justement venir dans cette salle, et qui racontent l'histoire de comment fonctionnait la ville. Tout ça, finalement, avec enfin un message sur quelle est la vision que l'on porte du territoire pour l'avenir, un territoire tourné justement vers les nouvelles technologies, vers les énergies du futur, l'hydrogène, le photovoltaïque, etc. Et donc voilà, une fresque qui rappelle notre passé, notre présent, notre futur. L'autre gros enjeu pour nous, c'est de l'avoir fait entre guillemets maintenant, parce que finalement les derniers témoins de ce passé minier sont en train de s'éteindre au fur et à mesure. Je dirais que d'ici 5 à 10 ans, on aura du mal à en trouver encore des gens qui ont connu le fond. Donc il y avait encore un enjeu fort de pouvoir le capturer, comme le disait Sébastien tout à l'heure, le capturer de manière extrêmement parlante, puisque la voix off de ce film, c'est l'ancien président de l'association Soutien à Patrimoine du Nord qui a travaillé 30 ans au fond des mines. Et donc ça a aussi une saveur particulière pour nous. Et donc voilà, c'était vraiment ça l'enjeu autour de notre scène. Merci. Merci beaucoup. Eric Pacheco, une réaction par rapport à deux approches assez distinctes. Une approche qui est sur la découverte et la connaissance, une autre qui est peut-être plus sur l'émotion qui doit mener à s'intéresser et à aller vers la découverte et la connaissance. Quelle est votre réaction par rapport à ces deux témoignages? Je dirais un point commun. Et comme vous l'avez entendu, je pense qu'il n'y a pas de numérique, enfin en tout cas pas d'outil numérique adapté, sans une vision et un engagement clair, une vision stratégique, j'entends, puisque dans les deux cas, on sent l'engagement des élus et on sent la vision portée sur le territoire, sur la ville, enfin les villes en l'occurrence, portées par les deux personnes qui sont sur le plateau aujourd'hui. Et encore une fois, le numérique, tu l'as rappelé Sébastien, c'est une proposition de valeur qui est vaste, autant en termes de technologie que effectivement de services. Avec le numérique, vous pouvez aller de la conservation, la préservation, la médiation, la mise en tourisme, la valorisation, la promotion. Donc en fait, ce qui est important, je crois, pour synthétiser, c'est que vous qui êtes dans la salle, ou vous qui nous écoutez, c'est de bien avoir une vision claire, de bien savoir ce que vous voulez, dessiner les publics auxquels vous allez vous adresser, quelle proposition de valeur vous allez vouloir créer, et définir le récit, les contenus, et ensuite trouver l'outil adapté et choisir là où les bonnes technologies, puisque on peut aujourd'hui hybrider les technologies. Vous pouvez évidemment amener de la réalité augmentée et par exemple du son et travailler sur plusieurs technologies à la fois. Donc moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est vraiment au départ une stratégie claire, quelque chose de bien écrit, et ensuite l'appréhension du numérique avec une feuille de route stratégique qui est extrêmement bien décrite, comme vous l'avez fait tous les deux, en l'occurrence Alric et Anthony. Donc voilà, moi je pense que c'est ça le message. Le numérique n'est qu'un outil. Il ne vient servir que des visions, des ambitions et des stratégies extrêmement bien pensées à l'avance. Donc ne fantasmez pas le numérique. Il ne vous rendra pas service tout seul, c'est à vous de construire ce qu'il va devenir. Merci Eric Pacheco. Alors, côté stratégie, Léa Lemoine, peut-être nous redire voilà, le réseau des Gîtes du Massif Central, ses objectifs, sa vocation et puis son ampleur. Et puis la stratégie qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites il va falloir qu'on s'amuse, il va falloir qu'on joue, que le numérique serait peut-être un support utile justement pour mettre en mode ludique cette dimension qui est aujourd'hui plutôt bien-être, mais qui en fait les accros du Quai Noir. Bien résumé, merci Sébastien. Donc oui, effectivement, notre territoire est bien souvent connu pour son offre de soins thermaux et également de bien-être, un peu moins sur la partie culturelle et patrimoniale, malgré une reconnaissance qui est de plus en plus grande du point de vue scientifique, puisque notre réseau
et membre associé d'une association européenne qui s'appelle EHDTA. Ce sont les plus grandes villes d'eau thermales historiques d'Europe. Toutes ces villes font partie, sont reconnues par le Conseil de l'Europe comme itinéraire culturel européen. Donc aujourd'hui, même depuis 10 ans, la valeur culturelle du patrimoine thermal est vraiment reconnue et depuis 3 ans à une échelle internationale, puisque Vichy, aux côtés de 10 autres villes européennes, sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a une sensibilisation qui est de plus en plus grande du point de vue des acteurs et des professionnels. Je pense que la marge de progression est encore assez importante du point de vue du local et du grand public, même si on a des très beaux produits qui émergent régulièrement sur notre territoire. À Bourgoin-Chambaud, par exemple, qui est une station thermale, effectivement, sur le château, il y a vraiment des très belles choses qui se font en matière numérique. Il n'empêche que pour nous, c'était important que collectivement, on aille sur ces questions numériques. Sur la valorisation du patrimoine, donc ça fait 15 ans que j'ai la chance d'animer notre réseau autour de ces questions-là. On a commencé par un inventaire du patrimoine thermal, donc un inventaire assez exhaustif que j'ai réalisé avec Elsa Schreiber-Manuc, et on s'est vraiment aperçu en fait de la richesse du patrimoine, puisqu'on a eu la chance pendant 4 mois de sillonner nos 17 villes d'eau et de parcourir toutes les rues, de recenser chaque village, chaque gare, chaque palace par thermal, etc. Et ça a été vraiment la première étape en fait pour à la fois notre réseau en interne, mais aussi nos partenaires pour nos vidéos de voir toute cette richesse inventoriée et se dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Donc progressivement, on s'est intéressé au numérique, ça fait environ 10 ans. On a mené différentes expérimentations via des circuits de découverte, je dirais un petit peu classiques, sur une plateforme qui s'appelle Circuit. Plus récemment, on a travaillé avec Eni, qui est membre d'ailleurs du cluster Eritech. Et il y a 3 ans, je crois maintenant, on a eu la chance d'être contacté par le forum Eritech pour porter à connaissance justement toutes ces petites expérimentations et donner notre point de vue de réseau collaboratif autour de ces questions du patrimoine et du numérique. À la suite de ce témoignage, la région Auvergne-Rhône-Alpes est venue spontanément à nous pour nous proposer de candidater à un appel à projet qui s'appelle Patrimoine et numérique, pour justement monter un projet sur ces questions du numérique avec les questions de mutualisation de moyens, d'échange d'expériences et le montage d'un projet mais à une échelle collaborative. Donc c'est ce qu'on a fait en très peu de temps, c'était un challenge. On a eu la chance d'être retenu sur cet appel à projet en 2022 pour une phase d'études. Donc là, on a beaucoup travaillé, notamment avec le cabinet Sunaïdo, que je remercie. Et avec nos partenaires, main dans la main, vraiment, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait raconter. Parce que qui dit numérique, effectivement, dit aussi l'histoire qu'on veut raconter. Donc on a mobilisé toutes les recherches qu'on avait menées sur un autre dossier de storytelling qui s'appelle les Appros du Peignoir, c'est notre marque territoriale qu'on déploie depuis 2016. Et on a réfléchi ensemble effectivement un petit peu à l'ADN, au fil conducteur qu'on souhaitait raconter sur un outil numérique. À partir de là, on a pu rechercher le meilleur outil et se dire quel positionnement on voulait donner à cet outil, quelle expérience on voudrait faire vivre aux visiteurs. Et assez spontanément, on s'est dirigé vers un outil plutôt de gamification, un outil plutôt ludique à destination d'un jeune public. L'idée, c'était pas de refaire ce que font très bien nos partenaires, encore une fois, mais de venir apporter un autre point de vue, une autre expérience sur le territoire. Notre choix a été assez rapidement fait sur une application qu'on va développer à partir de cet été qui s'appelle Gaia World. Gaia World propose des parcours chasse au trésor avec un élément de base qui est l'observation du patrimoine. Parce que pour nous, c'était important de faire aller le grand public, et notamment le jeune public, sur le territoire et de partir de l'observation comme on pouvait le faire via une visite guidée, mais avec une mécanique de jeu qui est plutôt impliquante. Voilà, donc on est en train de constituer ce dossier. Les premières visites devraient arriver dès cet été, donc n'hésitez pas à parcourir la route pour découvrir l'outil. Et merci encore une fois pour Eritech pour l'invitation. Merci beaucoup Léa. Eric Pacheco, une réaction sur ce projet dans lequel vous avez été personnellement impliqué.
et sur cette dimension de mutualisation et de mise en réseau finalement de territoire. Parce qu'on on a interviewé hier sur le plateau télé d'Héritek Hugues de Chabannes, qui préside le réseau historique des châteaux d'Auvergne, la route historique des châteaux d'Auvergne. Il y avait aussi la présidente de la route des Églises peintes du Bourbonnais. Toutes ces questions voilà, de mise en parcours, est-ce que c'est un sujet où le numérique peut apporter? Moi, je pense que la réponse est claire, c'est oui. Et je pense que c'est même une solution à vrai dire. J'entends beaucoup d'acteurs que je rencontre, qu'ils soient publics ou privés, me parler sans cesse de financement, effectivement, de pivot, de passage dans les technologies, qui, de prime abord, coûtent. Alors, elles ne coûtent pas toutes le même prix, hein, soyez rassurés. Et aujourd'hui même, des applications qui existent et qui coûtent quasiment rien, et qui sont sur abonnement et qui sont accessibles à tous. Néanmoins, je pense que quand vous voulez vous lancer dans un projet effectivement un peu plus ambitieux, comme l'a décrit Léa, qui permet de jouer, ou en tout cas de découvrir le patrimoine de manière ludique, et que effectivement les porteurs de projets sont multiples, vous avez intérêt à vous fédérer et à faire une forme de coalition d'ingénierie et financière pour pouvoir assumer, j'allais dire, et partager ensemble l'effort de co-construction d'un dispositif technologique qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, je pense que la solution est réelle. Je pense que l'ensemble des associations thématiques ou des routes qui sont constituées et qui sont déjà liquées quelque part pour faire étape sur des parcours qui sont plus territoriaux et très intéressants, ont intérêt à se constituer aussi en groupe de travail et à regarder avec beaucoup d'attention les appels à projets qui sortent, et de contacter aussi les gens qui sont censés être leur soutien et ceux qui vont les subventionner ou les mécéner pour arriver à plusieurs et montrer que le projet peut avoir aussi, pour les partenaires, qu'ils soient publics ou privés, une réelle portée en termes de visibilité et en termes de, j'allais dire, pardon pour ce terme que vous allez trouver très difficile à entendre, mais de contact. Pardon, mais encore une fois, donner de l'argent public ou donner de l'argent privé, c'est aussi potentiellement toucher un maximum de bénéficiaires, de personnes qui vont pouvoir avoir accès aux technologies. Et plus vous serez nombreux à embrasser vos publics et à les fédérer ensemble, plus vos partenaires accepteront bien volontiers que vous touchez de plus en plus de monde pour des sommes qui s'avèrent être substantiellement importantes pour faire vos projets. Merci Eric Pacheco. Alors on va se recentrer sur le Bourbonnais après ce passage par le Grand Massif central avec Bourbon, l'Archambault en l'occurrence, qui passe en mode 3.0, que sais-je. En tout cas, on est bien sur une logique de ressuscitation quasiment. Comment donner à voir comment étaient ces lieux à l'époque où ils étaient habités. Ça, c'est une grande curiosité qu'on retrouve souvent dans les préoccupations patrimoniales, et notamment celles des jeunes. Il y a une étude en 2021 qui montrait que, l'étude du cabinet Alia, qui montrait que les jeunes, alors, entendus comme étant les 13-18 ans, avaient de l'appétence pour les lieux de culture et les lieux de patrimoine, sous réserve que l'expérience, pardon de le dire comme ça, soit pas chiante. Et il y avait une autre étude plus ancienne qui montrait que 80% des adultes qui fréquentent les lieux de culture les ont fréquentés avec leurs parents. Sous-entendu, si à un moment donné, nous, on rate l'étape, on marque une rupture, que parce que finalement, on n'a pas renouvelé les modalités de découverte, et ben finalement, nos enfants, nous, disent « ouais, mais non, moi, les patrimoine, c'est bon, ça me saoule », ben, on les perd. Et eux ne transmettront plus rien. Voilà. L'enjeu, il est aussi un petit peu là. Et peut-être que ça a animé la réflexion du château de Bourbon-l'Archambault de se dire comment je peux créer une expérience qui donne à voir vraiment quelque chose, à vivre. On parle aujourd'hui de tourisme d'expérience. Est-ce que c'était aussi en partie ça la démarche de l'avoir fait? Absolument, oui, tout à fait. On a tous visité des châteaux médiévaux, en l'occurrence ici, concernant l'Archambault, et à chaque fois, bien sûr, ce sont d'ailleurs des questions qui nous sont posées par une grande partie de nos visiteurs, un grand nombre de nos visiteurs. C'est de savoir combien de personnes vivaient dans ce château, on a souvent des réflexions du type, ça va être pas facile de monter ces tours avec une armure. Ils passaient leur temps dans leurs armures, c'est bien connu. Voilà, bien sûr. Et donc, les vestiges ne parlent que si on est en présence d'un médiateur qui vous les explique. Mais ça n'est pas suffisant parce que vous avez beau
On a beau vous dire, par exemple, que ces pièces étaient toutes décorées, qu'on ne voyait absolument pas, donc, on ne voyait absolument aucune pierre apparente laissée à nu donc, hein, dans ces salles, malgré tout, on a quand même du mal à se faire unité, puisqu'on l'a pas sous les yeux. Et là, révélation, lorsqu'on montre à nos visiteurs ces restitutions virtuelles qu'ont réalisées pour les deux salles, qu'ont réalisées donc la société Novae, sur les concepts scientifiques, bien sûr, on a beaucoup travaillé sur notamment le mobilier également, sur la restitution des couleurs, des pigments, quels qu'ils étaient. Bon, par exemple, pour le bleu, on avait plusieurs possibilités, la lisse lazuli, de l'azuli, du bleu charbon, du noir au charbon, etc. Donc, il faut se placer dans un contexte social également. Hein. Donc, en fait, quand on montre enfin ces restitutions virtuelles à nos visiteurs après la visite, puisque le bout du spectacle, hein, les réactions sont bien sûr unanimes et on n'est pas en quelque sorte, on ne s'imagine pas un seul instant, quand on voit ces vestiges, à quel point ils étaient décorés. Je dis souvent aux enfants, c'est un dessin animé, c'est Walt Disney dont j'ai parce que c'est assez coloré, c'est très kitsch. Moi, j'aimerais pas ça dans ma chambre personnellement. Mais à chaque époque, chaque goût, hein, voilà, donc c'est juste incroyable de voir ça. Les sols étaient carrelés, ici au château de Bourbon, château de fenêtre noire, rouge, posés en damier, vitrifiés, la glaciure c'est un haut plomb. On utilise depuis très très longtemps, c'est très connu, les Égyptiens avaient déjà ça au palais. Donc c'est une architecture palatiale qui est bien plus qu'un simple architecture militaire. Ici, je parle bien sûr de décoration. Donc voilà, si je réponds à votre question. Et Thomas Bontemps, donc, comment a été formulée la demande qui vous a été adressée pour recréer ces salles et avec quoi vous avez pu travailler? Parce que quand on parle d'une copie comme ça, effectivement, il ne reste plus rien. Donc, quelles sont les sources? Comment on reconstitue, comment on redonne vie à ces lieux-là? Alors, tout d'abord, quand on a commencé le projet, et on fait comme ça sur la quasi-totalité de projet, on ne part pas avec une idée en tête en se disant on va faire une reconstitution de telle pièce et ce sera le produit final et on va bosser là-dessus pour voir. En fait, un projet, ça évolue à partir du moment où on signe la charte jusqu'à la livraison, il se passe énormément de choses. Et pendant ces évolutions, on peut être amené à changer le type d'export, le type d'exploitation de cette expérience. Et ça, en fait, ça se passe pendant la création de l'expérience en fonction, effectivement, des documents qu'on retrouve. Pour le cas de Roland-Chambaud, on a la chance d'avoir quand même des documents qui sont signés, qui sont très, très bien rédigés. On a la chance d'avoir Benoît, clairement, qui est juste une encyclopédie du nom du château. Là, il se retire un peu. C'est carré. Mais en fait, on a pu avoir accès à des relevés qui ont été faits notamment au XIXe siècle. On a pu affirmer des théories. Et c'est là où les comités scientifiques sont extrêmement importants quand on rédige un cahier des charges ou là où on réalise une expérience. C'est en fait une caution scientifique, parce qu'une expérience historique qui est restituée de manière un petit peu sommaire peut avoir un impact très négatif. On explique que les expériences immersives font beau, c'est magique. Mais par contre, si elle est mal faite, en fait, elle peut faire tout le contraire, en fait, et délivrer des mauvais messages. D'où l'intérêt d'avoir ce comité scientifique tout au long de la production de cette expérience, qui vient valider et qui vient surtout même accélérer en fait la création de l'expérience. Et c'est pour ceci qu'on travaille avec des outils numériques qui sont forcément évolués, mais qu'on met à jour ça régulièrement. Ça nous permet de venir corriger des éléments de l'expérience, même une fois que le produit a été réalisé. Ça arrive beaucoup plus long. On se rend compte qu'une couleur, une teinte n'est pas correcte. On s'en rend compte après coup, le comité scientifique le réalise après coup. Nous, ça ne pose aucun problème de corriger, même plusieurs mois après, cette expérience. Très facilement et de la mettre en ligne. On n'a pas d'application, on n'a pas tout ça, parce qu'on fait quelque chose qui est extrêmement flexible. On peut mettre à jour instantanément ces éléments-là. Ça permet en fait de garantir ces expériences toute leur valeur pédagogique, ludique évidemment, parce qu'on est dans le numérique, mais aussi pédagogique. Donc c'est pour ça que ces comités scientifiques, lors de la création des expériences, sont la ressource
de très loin la plus précieuse. Et ça fait des années qu'on travaille avec les comités scientifiques, et pendant ce lancement, je pense qu'on pourrait imaginer s'en passer. Un complément, Benoît? Il y a un petit complément très important bien sûr, cette phase de recherche pour l'institution, et de ne pas se baser sur une seule source. Il faut absolument comparer les sources, il faut avoir plusieurs intervenants, des spécialistes. On a eu des retours et on se dit, tiens, ce n'est pas le même son de cloche, qui a raison. Bon, en fait, il se trouve souvent que tout le monde a raison, il ne faut pas être linéaire quand on est scientifique, il faut savoir aussi accepter que derrière chaque réalisation humaine, il y a un individu, je veux dire, donc des partis pris, des choix, des préférences. Donc, les commanditaires du décor Punch pour Argenteau avaient eux aussi, en l'occurrence ici, il s'agit de Guy Campière et Mathilde Bourbon, on est au XIIe, XIIIe siècle, comme je le disais. Et bien voilà, ils sont venus avec leur propre goût, parisiens d'ailleurs. Ça ne se fait pas mal, oui, tout à fait, parce qu'ils vivaient dans l'entourage de Philippe Auguste. Et donc, ils sont venus avec leur propre goût d'Île-de-France et ils ont appliqué là, en Bourbonnais, eh bien, des décors qu'ils ont appris à connaître là-bas en Île-de-France. Non seulement ici les décors, mais en plus l'architecture de cette période-là, le fameux château philippien, château d'Ivanhoe, vous imaginez, avec ses meurtrières, etc., tout rondes. Et ils sont venus en plus avec leur propre goût, donc décoratif, qu'ils ont ici amené en Bourbonnais. Donc toujours aussi, c'est un petit conseil, aller plus loin dans la recherche et dans la consultation, ne pas se contenter d'un seul avis. Je vais passer parmi vous avec le micro pour prendre vos questions, vos remarques à nos intervenants, puis ensuite leur demander le mot de la fin. Principe est simple, on connaît tous depuis le CM1. On lève la main. Vous avez compris le truc. Je vous laisse vous présenter et faire votre intervention. Bonjour, je suis Auguste Valigny, c'est maintenant la start-up qui était initiatrice en matière de scanning 3D. Ce que vous allez présenter est passionnant. Je remarque le 3D, évidemment, et je regarde un petit peu le 4D. J'entends par là. Vous avez vraiment le château magnifique de Bourbon-l'Argenteau. Vous avez reconstruit des décors ornés. Super. Super. J'ai vu des images absolument super. Vous avez reconstruit des décors à une époque donnée. Il y a eu de nombreuses époques de construction du château. Prenons un exemple au hasard, Guédelon. Ils sont en train de reconstruire Guédelon, enfin de construire Guédelon. Et chaque mois, le Guédelon se reconstruit comme il se construisait il y a exactement, il y a peut-être pas 500 ans, ou non, plus que ça. Est-ce que vous envisagez de faire des reconstructions dans le temps? C'est une excellente question, monsieur. Le site du château Bourbon-l'Argenteau, vous l'avez compris, est un site composite, vous l'avez dit vous-même. Hein, c'est un château qui n'a pas cessé d'évoluer. On peut observer du 11e, 12e, 13e, 14e, 15e. Le 16e siècle a disparu, on n'a plus rien du 10e. Il reste très peu de choses du 11e, je vous l'avoue. Et c'est un site, évidemment, qui ne peut pas être... on me pose souvent la question, hein, pourquoi on ne reconstruirait pas le château comme à Guédelon? Bon, je dis à quelle époque? Est-ce qu'on rase tout le 14e pour faire du 13e? Est-ce qu'on rase le 13e, 14e pour le remonter comme il était au 12e? Ça, j'en connaissais pas grand-chose. Donc effectivement, ici, les décors, ce sont ceux du tournant 12e, 13e, comme je l'ai dit, qui est bien figé dans une époque, pour le coup. Hein. C'est le seul vestige, en fait, de ce château, qu'on appelle le château philippien, en fait, de la période Philippe Auguste. Et donc, ça colle tout à fait, en fait, avec ça. Après, nous avons effectivement, monsieur, beaucoup de projets. Je n'ai pas envie de les dévoiler maintenant, parce que ce sont que des projets. On avait une Sainte-Chapelle à Bourbon-l'Argenteau, bien sûr. C'est pour vous mettre dans la bouche que je dis ça. Je consulte un petit peu autour de moi les techniciens de travail, Marie et Thomas, j'écoute un
peu ce qui se fait, ce qui peut se faire, les lunettes. On rêve d'une... Allez, je vous le dis. On rêve d'une immersion avec ces fameux casques-là sur l'espèce de château, devant le château, de se retrouver dans les chapelles, les deux chapelles, vous savez, communiquer, la petite de 1310, 1315, c'est Louis Ier. La seconde, c'est de Jean II, de France, c'est un beau jeu, avec ses orges, le culte fédéral, avec ce culte de la famille princière, avec cette fonction héraldique monumentale, etc. Voilà, ça c'est un rêve qui n'est pas impossible de réaliser à moyen terme. Nous avons beaucoup de projets pour l'instant. Et puis, pour terminer, pour compléter effectivement la question de monsieur, oui, c'est un rêve également de montrer non pas un château figé. Vous savez, le château de Bourbon-l'Archambault, tel qu'on le voit dans la présentation, c'est un château fantastique qui n'a en fait jamais existé. Il n'a jamais été terminé. Il est en chantier constant à partir du XIVe siècle. Tous les travaux du XIVe et du XVe siècle sont des reprises des travaux précédents, des chantiers précédents. Et nous rêvons de le montrer effectivement sur une borne tactile, sur, on sait encore bien près, j'ai vu ça en bois, c'est super. Et bien une construction des époques qui aboutit bien aujourd'hui. Voilà, Merci beaucoup. Ici, une autre remarque. Oui, bonjour. Alors moi, je m'appelle Laurent Bonnet, je suis passionné du patrimoine. Et dans toute la France, dès qu'il y a quelque chose, je vais visiter. Alors, l'expérience, c'est des remarques, hein, c'est pas des questions. L'expérience date d'avant période Covid. Je suis allé à Carcassonne, j'y avais déjà été plusieurs fois, et là, on me propose une visite virtuelle avec le téléphone dans les rues. Alors, un truc avec le fil de Carcassonne, etc., flashcode, machin. Donc, je l'ai flashé. J'ai pu visiter la citadelle d'Himeji au Japon, mais pas Carcassonne. Ça m'a proposé un autre truc. Bon, j'ai dit, j'ai du mal à le faire, je ne dois pas être bien doué. J'ai refait, j'ai visité le très beau théâtre de Bayreuth en Allemagne, mais toujours pas Carcassonne. Donc, la remarque, elle est là, c'est tous ces outils sont formidables, mais parfois, on est un peu bloqué par l'accès. C'est-à-dire que qui donne accès, comment les trouver facilement, et qu'on ne soit pas redirigé vers autre chose. C'est une remarque. Les gens qui étaient avec moi, il n'y en a pas un que ça a marché. C'était Carcassonne, c'était Henri XVIII, quelque chose comme ça. Mais attention, on a un super outil, on peut super bien le visiter, mais attention, des fois, on n'en fait pas la promo, ou on la fait mal. Et bon, vous êtes des professionnels, vous savez ce que vous faites, mais voilà. Voilà, non, mais c'est pour vous dire que Carcassonne, avec la puissance de feu en termes de patrimoine qu'ils ont, ben, ça devait être super leur truc, mais ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était une première chose. Deuxième petite chose, vous parliez d'experts, etc. Il faudrait peut-être, alors ça c'est mon avis personnel, c'est une remarque, créer une sorte de label sur toutes les visites qu'on va faire en termes de réalité. Vous savez que maintenant, depuis quelques années, les gens très à l'Est, on va dire, qui sont un peu belliqueux, remettent en cause toute l'histoire. Moi, je le sais, j'ai une chaîne YouTube, je ne raconte pas de conneries, hein, je file au lit d'histoire, hein, je n'invente rien. J'ai des attaques permanentes, on me signale mes vidéos en me disant « vous racontez de la merde ». Donc, les gens se disent « ouais, mais attends, c'est quoi ce site ?» Donc, peut-être créer une sorte de label en disant « ce site-là, cette application-là, cette visite-là est certifiée par des scientifiques, est certifiée par le ministère de la Culture », et je vais y revenir juste après, peut-être que ça aiderait les gens à y venir, et pas qu'ils remettent en cause. Parce que sur le ministère de la Culture, quand on tape promotion, enfin quand on tapait en 2020, c'est 2022, bref, quand on tapait promotion du Bourbonnais, on tombait sur une superbe vidéo. Ils écrivaient Bourbonnais 2N et, voilà, où on nous disait que l'élevage bovin était super et tout. Il n'y a pas une vache dans le reportage, c'est que des chèvres. On nous montre des monuments historiques super beaux, dont le monument aux morts de Saint-Privat d'Allier. Alors déjà, il n'est pas classé monument historique, et Saint-Privat d'Allier, c'est en Haute-Loire.
Donc, quand on convoque aussi l'intelligence artificielle, qui est surtout artificielle plus qu'intelligente, on peut faire quelque chose qui peut, au bout d'un moment, les gens qui ont vu cette vidéo promotionnelle, ils se sont dit, mais c'est pourri la vidéo. Parce que, et franchement, j'ai eu honte de cette vidéo. J'ai eu honte. Et elle était disponible sur le ministère de la Culture. Il y aurait eu un logo en disant c'est approuvé. Les propos ont été vérifiés. C'est pas n'importe quoi. Ça aurait attiré les gens. Et peut-être que quand pour Saint-Éloi, voilà, c'est approuvé, machin. Il y a des gens qui ont vécu ça, qui approuvent que c'était bien ça, etc. Ça pourrait attirer les gens qui sont réticents face aux critiques actuelles sur le numérique et sur les outils numériques. Voilà, merci. Alors, merci à vous. Vous avez juste résumé la situation actuelle. C'est tout à fait vrai. En fait, je parlais tout à l'heure de comités scientifiques pour refaire des reconstitutions historiques. Le label, j'en suis convaincu, c'est ce qui demande aujourd'hui. Parce qu'effectivement, quand on reconstitue de l'histoire, c'est très facile de faire des pieds historiques, plus ou moins importants, de pouvoir, que ce soit juste des émissions. J'ai vu des reconstitutions où effectivement on voit des chevaliers en armure qui marchent tranquillement dans un château. Ça ne va pas choquer 80% des gens, parce que en fait, c'est pas, ils n'étaient pas en armure dans un château, donc c'est pas vrai. L'armure c'est un outil, voilà, bref. Le label historique, le label de certification en fait, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place pour encadrer ce genre de pratique, pour éviter des dérives qui peuvent être plus ou moins, comme je l'ai dit, néfastes. Et pour moi, après, je ne vais pas continuer à dessiner la tech. Effectivement, il faut absolument prendre ce problème en compte. Ces reconstitutions, ça peut être des outils très puissants. Dans un sens comme dans un autre. C'est pour ça que, encore une fois, les comités scientifiques sont primordiaux. Il faut confronter les idées, il faut aller chercher les documentations partout, il ne faut pas papier les reconstitutions. Certes, on va avoir des outils disponibles très rapidement pour pouvoir les lancer d'un point de vue touristique. Je le répète, une reconstitution historique, il n'y a pas que le résultat final qui compte. La création en elle-même peut être un parcours qui peut être valorisé. Nous, on le fait tout le temps avec tous nos clients. Ça marche très bien. Je crois qu'on parlait de deux choses. Qu'il y ait une certification, un label sur la qualité d'un travail, je parle ici du numérique. Je ne me prononçais pas, sans doute, je ne me prononçais pas là-dessus. En revanche, sur l'idée qu'il puisse y avoir une labellisation, par exemple, d'un ministère de la Culture, sur le discours scientifique qu'est l'histoire, ça me paraît complètement illusoire et impossible, dans la mesure où l'histoire est une science, qu'elle évolue. Jean Flavier, par exemple, dit des choses, publie aussi. Marc Bloch a dit des choses, ce sont des grands scientifiques, des grands historiens. L'histoire est une science depuis 1920, qui est à l'école des Annales. Et aujourd'hui, on ne dit plus tout à fait la même chose. L'école des Annales, c'était une vision globale de l'histoire. Aujourd'hui, on est toujours dans cette vision globale, mais compartimentée, c'est-à-dire qu'on privilégie la spécialisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des spécialistes du meuble au XIIIe siècle, il va y avoir des spécialistes de la guerre de 100 ans, il va y avoir, etc. Et tous ne sont pas d'accord, c'est évident. Donc vous pouvez très bien avoir votre opinion sur une telle période. Si elle est documentée, si vous pouvez argumenter, si vous pouvez expliquer pourquoi vous avez dit ça plutôt que Marc Bloch a dit ça, par exemple, hein, vous êtes tout à fait en droit de le dire. Il n'y a pas de vérité historique. C'est une science, en plus, elle est basée sur une analyse de sources, par exemple, qui est facilement, qu'on peut facilement mal comprendre. On voit très bien qu'il y a eu des erreurs de traduction en latin, des tas de gens qui ont fait des erreurs de traduction en latin, par exemple, qui ont conduit à des contresens. Donc la science, encore une fois, l'histoire est une science, elle évolue, et tout le monde a le droit de l'interpréter et d'essayer de la comprendre à sa façon. Et si on veut la diffuser, il vaut mieux avoir effectivement des sources sur lesquelles on peut s'appuyer pour étayer son discours. Alors l'avantage pour Saint-Éloi, c'est que les sources sont encore vivantes. Et effectivement, nous, on se base sur des sources et sur un patrimoine beaucoup plus contemporain. Donc les sources sont aussi vivantes, et ça crée aussi d'autres biais. C'est aussi le
biais sentimental, la manière dont est perçue une chose lorsque l'on l'a vécue, beaucoup moins objective qu'un travail scientifique. Peut-être qu'au-delà, entre guillemets, de la recherche de la vérité, c'est peut-être la recherche d'un processus, quel est le processus de construction, justement, plus que de dire c'est vrai ou faux, parce qu'effectivement, sur ce type de science, la vérité est mouvante, il n'y a pas de vérité absolue. Effectivement, c'est des points de vue qui comment dire, parfois se combattent, même s'opposent complètement. Il y a aussi une difficulté, c'est que sur certains territoires, il y a des patrimoines ou des histoires qui sont beaucoup moins recherchées ou beaucoup moins travaillées. On en parlait tout à l'heure avec Eric, justement, nous, une des grosses problématiques du territoire éloisien notamment, c'est que nous, on n'a pas de source historique fiable, ou en tout cas, on n'a pas de travail historique fiable avant 1875. Donc avant ça, on ne sait même pas comment s'appelait la ville réellement. Alors on a du travail de pseudo-historien local, c'est ce qui, je crois, est le pire dans la conservation du patrimoine, c'est qu'on a des pseudo-historiens locaux qui n'ont absolument aucune méthode scientifique, qui vous disent si j'ai vaguement entendu que ça s'appelait comme ça, ou qu'il y avait telle chose. Et donc du coup, après, ça crée effectivement ces fameux biais où on transmet des erreurs dans le futur. Peut-être qu'il y a effectivement ce travail autour d'un référentiel, autour d'une méthode justement de travail autour du numérique et du patrimoine. Il y aurait peut-être aussi de la part je sais qu'il y a par exemple des programmes POPSU, des programmes de recherche sur les territoires, notamment en sociologie, sur les mutations de territoires, mais ce serait bien aussi que les territoires qui n'ont pas aujourd'hui de référentiel historique, qui n'ont pas beaucoup de recherche, puissent faire appel à des comités scientifiques, à des comités de recherche historique, pour justement venir créer de la littérature, créer du contenu, parce qu'à l'écran, on en manque cruellement, on ne sait pas comment s'y tourner. Puis pour finalement répondre à la question sur l'aspect parfois des technologies qui fonctionnent plus ou moins bien ou quoi que ce soit, je pense que aussi on se dit des fois que les projets numériques sont secondaires, que non, ça coûte cher, on va pas mettre autant d'argent, donc on a un budget contraint, on va faire ceci, etc. Moi, je pense que c'est comme lorsque l'on construit quelque chose, si on veut des choses solides, il faut parfois y mettre les moyens. Construire une application solide, construire un programme solide, ça coûte très cher. Mais si on veut avoir quelque chose de vrai, de fonctionnel, il faut mettre cet argent-là. Parfois, le bricolage, du coup, on se dit on va bidouiller ou quoi que ce soit, c'est encore pire, on finit par faire plus n'importe quoi. Ça coûte moins cher à l'achat, mais en termes d'image, c'est catastrophique. Par contre, je retiens votre démarche de client mystère, parce que c'est comme le guide Michelin. Je vous laisse ma carte, puisque vous allez à la visite de toutes les expériences numériques patrimoniales. Je ne sais pas si vous éditerez demain un blog, les meilleures expériences numériques patrimoniales, mais clairement, cette démarche-là d'aller voir, d'aller tester, elle est précieuse. Et si chacun d'entre vous ici a envie d'aller voir des choses et de nous remonter l'information, parfois on est preneur parce que c'est la meilleure manière de tester les propositions de valeur. Je vais prendre une dernière question ou remarque, s'il y en a encore une dans la salle, avant de donner le dernier mot, le mot de la fin à nos intervenants. Oui. Finalement, au niveau historique, tout évolue. Même sur un produit fini que vous proposez, je suppose qu'on peut effacer et recommencer. C'est important pour les gens qui vont se lancer dans cette aventure, de savoir que rien n'est figé aussi et que dans 4-5 ans, on peut revoir la copie. Tout à fait, monsieur, c'est la beauté de ces outils numériques, justement, on l'a évoqué tout à l'heure. La copie n'est pas gravée dans le marbre, mais on peut la revoir, on peut modifier les couleurs, on peut, avec l'expérience scientifique, encore une fois, nous allons faire ici des étudiants universitaires dans un partenariat avec l'université. Ils vont venir ici cette année, l'année prochaine, à 2 reprises, pour analyser le bâti. On va avoir une analyse des décors et peut-être qu'on va devoir réaliser notre copie, encore une fois, sur les décors. Et puis, puisque j'ai le micro, je profite de répondre une dernière fois à cette question. Le château Bourbon-l'Archipel est un exemple, un des meilleurs exemples que je connaisse de justement des erreurs qui sont faites dans le passé et qui impriment les esprits. Il a été pensé, comme vous voyez dans les représentations, on peut voir un peu partout sur notre site par exemple. Ce château, c'est le cavalier qu'on voit depuis Angélique fin du XIXe siècle, 1872 exactement, quand il visite le site. Et il nous a décrit un château fantasmé. On est en plein post-romantisme encore. Et c'est ce château qui est encore aujourd'hui pour les Bourbonnais, là je parle de Bourbonnais 2 pour parce que c'est leur château, n'est-ce pas, sur leur territoire,
le château qu'ils ont eu avant la fin de l'eau. Bon, ben, c'était pas tout à fait ça. On le sait maintenant par l'observation, par la science. On voit très très bien que le château n'a jamais été achevé à partir du début du XIVe siècle, avec un travaux constant, j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Donc, notre but, si on travaille dans ce sens, ça sera d'arriver au XVIe siècle, en 1532, au rattachement du Bourbonnais au domaine royal, sous François Ier, avec un château inachevé, c'est-à-dire demeuré imparfait, comme disait Nicolas Nigolet en 1569. Je vais demander brièvement, en commençant par Léa et en terminant par notre hôte Alric Bertrand, de dire votre mot de la fin en moins de 30 secondes. Alors je vous invite à vous rendre dans une ville d'eau, pas loin, on a effectivement Bourbon-Archambault, Vichy, les-Bains, ou d'autres villes d'eau du Massif central. Testez l'eau thermale, prenez le temps de prendre soin de vous dans l'eau thermale, et puis dès cet été, découvrez le patrimoine à travers cette belle application. Mon mot de la fin, ce serait de vous dire que parfois on va chercher très loin ce qu'on a à côté de chez nous. C'est très bien de partir en vacances, d'aller faire de superbes expériences très loin à l'étranger, mais on a un super patrimoine juste à côté de chez nous. Venez tester toutes nos expériences. Je pense que rien entre les quatre patrimoines que l'on a ici, vous avez trois complets toutes vos vacances d'été. N'hésitez pas. Merci à vous. Et je pense qu'il faut, à part de l'outil numérique, je pense que c'est pas un outil monstrueux, ça peut être plus simple qu'on pense. C'est évolutif. Et que quand c'est bien fait, c'est simplement de dire que je suis toujours ému et admiratif en fait de voir les concitoyens se passionner par l'histoire, leur patrimoine. Je pense que cet attachement est vraiment ciment de la cohésion sociale dans notre société, qui dépasse vraiment, qui transcende tous les villages politiques, qui dépasse les différences sociales, etc. Donc, bravo à tout le monde de vous intéresser à l'histoire et au patrimoine. Mot très court, prenez le temps, réfléchissez, parlez-vous, formez-vous, venez nous voir, venez voir l'état de l'art du numérique sur l'espace Héritage, venez discuter, et surtout, ne vous précipitez pas dans le numérique sans avoir bien réfléchi à ce que j'ai dit tout à l'heure, le projet, les objectifs, le public, les enjeux, et pour reprendre merci monsieur, une vraie responsabilité. Prenez votre responsabilité par rapport au patrimoine. Ce sont les vôtres, ne les biaisez pas, ne racontez pas n'importe quoi et soyez précis. C'est un devoir de transmission pour la génération qui arrive derrière. Pour conclure, je dirais qu'il y a un mot qu'on a beaucoup entendu pendant la période, c'est l'outil. Effectivement, la richesse, le patrimoine, le digital, c'est l'outil qui va nous permettre de mettre ces richesses en avant. Au-delà de ma fonction d'adjoint, j'ai une profession, je suis libraire et je fais de l'expertise de livres anciens. Et souvent, j'ai des personnes qui me disent qu'on est choqués de voir les jeunes lire sur des smartphones, sur des outils digitaux. Et moi, je leur dis, je suis ravi qu'ils lisent sur des smartphones, puisqu'au moins, ils ont cette ouverture d'esprit vers la culture, vers la littérature ou autre. Ce sont les futurs consommateurs de livres bien réels en papier. Donc, cet outil nous permet de construire. Merci beaucoup à toi ici. Je propose qu'on applaudisse nos intervenants. Et je vous propose de vous applaudir vous-même tous passionnés du patrimoine que vous êtes.